Bonjour à tous, je m'appelle Angélique, je suis associée chez Finisher Triathlon. Juste une minute pour parler de Finisher et puis on va gentiment parler du sujet du jour quand même. Donc Finisher, une organisation qui traite pardon, c'est plutôt une société qui organise des stages de triathlon sur un format un jour, 2 jours, 3 jours en tout cas maximum, et avec des thématiques 100% swim comme on fait le week-end prochain, des thématiques triathlon, des thématiques transition, des thématiques swim-run, du 100% run en forêt par exemple. Et sur la plupart de nos stages, voire énormément, c'est Yves, effectivement, le coach, qui va se présenter, qui va animer ce soir notre thème. C'est parti? À toi. Ah, ok. Donc moi, voilà, Yves Trinidad, entraîneur de triathlon depuis quelques années. T'oses plus le dire. 13. Euh, On, si on- vous on avez- peut reprendre juste 2 minutes sur la partie natation, comme on t'a très Ouais, mal entendu. Voilà. ouais, 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 On soit propre sur tout, et puis je remettrai la dernière. ouais. Donc pour la natation, ce que je disais, c'est que comme la technique en natation, le moindre centimètre carré qui dépasse, c'est-à-dire si vous nagez la tête relevée ou autre, le moindre centimètre carré demande 8 fois plus de puissance pour avancer à la même vitesse que quelqu'un qui serait, lui, dans une meilleure position. Donc là, c'est très important de la technique en natation. C'est vraiment fondamental. Si vous n'avez qu'une seule séance de natation à faire, placez de la technique dans votre séance de natation avec un entraîneur qui vous surveille, qui pas forcément toute la séance, hein, mais il vous donne un éducatif à faire, il regarde s'il est bien exécuté, et ensuite vous enchaînez ces éducatifs, vous travaillez ces éducatifs jusqu'à ce que ils deviennent, vous n'ayez plus besoin de réfléchir. Vous verrez au début, travailler un exercice technique, ça demande tellement de réflexion sur soi, sur le bon geste, qu'au final, 25 à 50 mètres, on est crevé déjà. Ensuite, travailler l'endurance. Donc, en général, on enchaîne. On fait travail technique et derrière, on fait de l'endurance pour poser sa nage et on essaie d'inclure le geste technique dans son endurance. Pas refaire le geste, hein, mais essayer d'inclure dans son crawl le geste technique pour essayer d'améliorer sa position, sa flottaison ou autre. Donc, ensuite, sur l'endurance, j'avais parlé de la régularité sur la distance. Au début, on fait 25 mètres bien nagé. Si ça passe bien, on fait 10, 15, 20 fois 25 mètres. Ensuite, on passe à 50, puis 100, 4 fois 100, ça passe bien. 4 fois 150, ça passe super bien. Puis on passe à 5 fois 150, ça passe super bien. On fait 4 fois 200. Vous voyez, progressivement, j'augmente. Et ce qui est important, c'est que on essaie de ne pas voir de dégradation de sa technique. Comment voir si on n'a pas de dégradation de technique? C'est en comptant de temps en temps son nombre de coups de bras. Je pars pour ce 200 mètres en crawl. Le premier 25 mètres, je fais en 22 coups de bras. Au bout de 50 ou 100 mètres, je fais un petit contrôle, je refais 25 mètres. Hop, j'ai toujours 22 coups de bras, mais c'est que ma technique, elle n'est pas dégradée. Je continue, tiens, à la prochaine longueur, je passe à 25. Attention, ma technique commence à se dégrader. Soit je fais attention à la prochaine longueur, je reviens à 22. Si ça se dégrade encore plus, ça sert à rien de continuer, sinon vous allez finir sur un mauvais geste technique et vous allez finir votre série sur un mauvais geste technique et le cerveau va enregistrer ça. Donc, il vaut mieux savoir nager bien techniquement longtemps que nager longtemps et avec un mauvais geste. Et ensuite, les sprints, une fois que tout ça c'est bien acquis, on peut commencer à placer des sprints sur 12 mètres 50 et 25 mètres. Et si sur ces 25 mètres à fond, on arrive à avoir une technique pas trop mauvaise, ça veut dire qu'un geste technique a été validé et acquis, parce que sur un sprint, on n'a pas le temps de réfléchir à trop à sa technique. Et donc, on peut passer à un autre geste technique à améliorer. Je reconnais la composition de tes séances que tu fais au stage Ouais. Finisher. Mais si on doit donner une proportion pour que ça s'adapte à tout le monde, d'ailleurs, je serais curieuse de savoir sur quel format vous vous inscrivez, si vous êtes inscrit à une course, parce qu'on est plutôt sur du M, du half ou du SXS. Mais là, si demain je devais faire une séance 2000 mètres ou 2500 mètres en natation, tu me dirais, fais quoi? Fais 20% en exotechnique, 80 en endurance et tu gardes 10% sur le sprint. On entend même parler d'un petit pourcentage pour les battements, juste les jambes. C'est quoi? C'est 10%. Enfin, si on devait Alors, donner quelques chiffres là-dessus, t'en as pas ben, en sous fait, j'ai les jamais yeux. calculé en pourcentage. Ok. Je dirais que sur une séance de 2000 mètres, il y aurait 500 mètres d'échauffement Ouais. avec 50 à 100 mètres de battement. Un petit peu de catenage sur les 400 premiers mètres.
de façon à pouvoir qu'il y ait des rotations dans tous les sens au niveau des épaules, comme ça, qu'il y ait un échauffement articulaire. Un petit peu de battement de jambes en accélération progressive pour faire monter le cœur en fin d'échauffement. Et là, on est prêt. Ce qui fait que là, bah, tu as ton pourcentage. Après, je te laisse sur le calcul. Il n'y aurait que 100 mètres de battement dans la séance de 2000 mètres. Ok, ok. Ensuite, je ferai quelque chose comme 4 fois ou 5 fois, ouais, 5 fois 50 mètres éducatifs, enchaîné avec 50 mètres bien nagés. Donc, ça fait 5 fois 100 mètres, finalement. Ça fait déjà 500 mètres de travail de technique, là. Je referai derrière un enchaînement de 5 fois 200 mètres, non, 5 fois 100 mètres, avec variation de matériel, pull boy, plaquette, plaquette pull boy, sans matériel. Donc là, j'ai de nouveau 500 mètres, 500 échauffe, 500 technique, 500 endurance. Et sur la fin, je fais juste deux accélérations de 12 mètres 50 ou 25 mètres, avec une récupération de 75 mètres. Donc là, j'ai que 200 mètres au total. Et je finis la séance avec de nouveau un petit peu de battement de jambes ou des jambes de brasse, avec un petit peu d'endurance où je vérifie si la dégradation technique, il n'y en a pas justement, pour savoir si la 2000 mètres, c'est une séance qui me convient ou pas. Si je passe cette séance et que je finis avec, par exemple, je reprends mon exemple, à l'échauffement, sur les 100 ou 200 premiers mètres, j'ai fait 22 coups de bras sur 25 mètres. Pendant la récupération active, où il me reste plus que 300 mètres, je fais, admettons, 50 ou 100 mètres de battement de jambes que je répartis, hein, je fais pas d'un coup. Donc, il reste plus que 200 mètres de nage. Je fais 25 mètres en brasse, 25 mètres en crawl. Là, je compte. Ah, je suis toujours à 22 coups de bras. Et ben, la semaine prochaine, je pourrais peut-être passer sur une séance de 2100 à 2200 mètres. Ok. Ok, donc plutôt égalité en tout cas sur les exos techniques et endurance. Oui. Honnêtement, j'aurais peut-être mis plus en endurance, mais ok, égalité sur les Bah, deux. s'il y a qu'une seule séance dans la semaine, là, je reste dans ma logique de priorité technique en natation parce on bouffe tellement d'énergie si on est mal placé et après de l'endurance. Ok. Dans les thèmes flottaison, respiration, propulsion, etc. Et ensuite, une fois que c'est acquis, on passe au suivant. Donc là, c'est bon. On passe au vélo. Donc pour le vélo, c'est un peu comme la natation, mais comme l'influence de la technique est moins importante, puisqu'il suffit de tourner les jambes en quelque sorte. L'endurance passe en priorité. Donc apprendre à rouler longtemps. Donc les week-ends avec des amis, avec le club, sur home trainer, varier le terrain pour vous habituer à pas forcément faire que du plat, ça permet d'apprendre à monter les côtes et surtout à pas avoir peur, à lâcher un petit peu les freins dans les descentes. Donc varier les terrains pour travailler l'endurance. Ensuite, on peut quand même travailler la technique sur vélo avec des exercices de vélocité pour avoir travaillé le coup de pédalage et de façon à améliorer la fluidité de son mouvement. Ça, on peut faire des petits exercices pareil en descente, où là, au lieu de pédaler en force, on travaille en hypervélocité. Avec les copains, faire des jeux de pancarte, c'est-à-dire dès qu'on vous rentrez dans une commune, bon, c'est le premier arrivé à la pancarte. Là, ça permet de travailler un petit peu plus en fréquence. Et apprendre, malgré tout, même si c'est interdit en triathlon, travailler en drafting, ce qui permet de niveler un petit peu les niveaux et faire des sorties un petit peu plus longues. Ensuite, on peut travailler la force de façon à pouvoir être un petit peu plus performant dans les côtes. Et si vous êtes dans une région où il n'y a pas beaucoup de côtes et que votre triathlon est en côte, faire du surbreaké, c'est-à-dire faire en sorte de pédaler en force avec la chaîne qui est totalement à droite, c'est-à-dire grand plateau et petit pignon. Donc ça, voilà, trois thèmes importants en vélo, c'est l'endurance, la vélocité et la force. Et en travaillant ça, on gagne en puissance. En course à pied, pareil, ici, là, c'est forcément et en priorité l'endurance, c'est-à-dire que simplement courir, faire quelques kilomètres au départ et augmenter la distance pour acquérir déjà simplement l'endurance de pouvoir faire son triathlon. Inutile de savoir courir vite sur 500 mètres, 600 mètres, si c'est après vous êtes complètement HS. D'abord savoir courir longtemps et après on peut mettre de l'intensité. Donc ensuite, il y a de la spécificité dans notre triathlon, c'est-à-dire qu'on court pas de la même manière quand on a fait déjà du vélo. Donc n'hésitez pas, dès que les beaux jours arrivent, ou même quand il fait pas très beau, hein, on peut très bien faire le home trainer sur le vélo et aller courir ensuite. Donc faire des enchaînements de façon à habituer le corps
à cette différence de vitesse. Bien souvent, on a l'impression quand on court, après avoir fait du vélo, qu'on a une chape de plomb sur soi, on a une perte de vitesse, alors qu'en fait, c'est simplement le ratio, la différence de vitesse sur le vélo et ensuite quand on est à pied, le cerveau il comprend pas bien ce qui se passe et il trouve qu'on court pas assez vite et justement il vous fait accélérer. Et là, on est grillé. Donc le fait de faire ça à l'entraînement, c'est primordial pour justement apprendre à son corps et à son cerveau que cet enchaînement, eh ben, faut l'aborder calmement et sereinement de façon à ce qu'on ne perde pas trop vite. Et si cette sensation de perte de vitesse, c'est normal. Et au fur et à mesure, après, ça se passe très bien. Pareil qu'en vélo, on essaie de varier les différents terrains, surtout qu'en triathlon, c'est de plus en plus des chemins on va dire stabilisé, mais il n'hésite pas maintenant à faire quasiment du trail. Donc, c'est plus uniquement que de la route, c'est plus uniquement que du plat. Donc, faut s'habituer à changer de circuit, changer de terrain avec des montées, des descentes, etc. Mais toujours, rien qu'avec ça, déjà, on va pouvoir commencer à travailler des différents types d'intensité, travailler en force dans les côtes, travailler en hypervélocité aussi des jambes dans les descentes. Donc voilà, ça, ce sont déjà trois thèmes très importants. Ensuite, pour la spécificité du triathlon, travailler les transitions, on a tendance à les négliger, mais c'est important de l'aborder. Surtout quand la combinaison est autorisée. Là, dans ce cas-là, il faut apprendre à retirer sa combinaison le plus vite possible, mettre ou pas mettre ses chaussettes pour le vélo, mettre ses chaussures, le casque, la ceinture porte-dossard si vous en avez une. Voilà, tout ça, ça se travaille de façon à créer des automatismes pour être le plus efficace possible. C'est dommage de faire des entraînements en natation très longs, très efficaces et autres, si votre transition dure 8 minutes, par exemple. Alors qu'en moins d'une minute, vous devriez être sur le vélo et être parti. Pareil pour le vélo, bon, même si la transition là est en général beaucoup plus simple, essayez d'apprendre à faire vos lacets plus rapidement. Le mieux, c'est d'avoir des lacets en silicone avec éventuellement un bloc cordon pour aller beaucoup plus vite pour faire ces lacets. Et ne pas oublier de mettre le dossard devant. Bon, les arbitres sont là pour vous le dire. Mais travailler cette transition, c'est important pour aller un petit peu plus vite, ou en tout cas, pareil que pour la natation, c'est dommage d'apprendre à rouler vite en vélo si derrière vous mettez encore 4 ou 5 minutes à la transition vélo-course. Travaillez vos ravitaillements. Bien souvent, quand on court à l'entraînement, on boit rien du tout, on mange rien. Et le jour de la compétition, on se gave d'eau, on mange, etc. L'estomac, il n'est pas du tout prêt. Le système digestif n'a pas l'habitude de ça. Et il y a des troubles gastriques qui peuvent survenir sur les triathlons parce qu'en fait, tout votre système digestif n'est pas prêt à prendre ses ravitaillements. Donc, très important, travaillez également vos ravitaillements pendant l'entraînement. Et ensuite, en triathlon, on peut donc travailler les enchaînements, mais pas forcément dans l'ordre de la compétition. On peut faire dans tous les sens, natation, vélo, vélo, natation, vélo, course, course, natation. On peut tout mélanger et faire des multi-enchaînements pour faire une sorte de fractionné. Allez, cette fois-ci, je fais 200 mètres en natation à fond et je fais 2 km en vélo tranquille. Je pose le vélo, paf, je repars nager, etc. Faire des multi-enchaînements avec des répétitions, pas forcément faire un seul enchaînement, mais multiplier, ça donne un côté ludique à l'entraînement et ça vous prépare et surtout ça prépare l'organisme à tous ces changements de position. La position, par exemple, de natation à vélo, où on passe de position allongée à debout, eh bien, ça peut arriver qu'on ait des vertiges dans le parc vélo et qu'on tombe. Donc, le fait de faire des multi-enchaînements, ça prépare votre corps à ce genre d'inconvénients. Donc là, oui, on peut passer à la suite. Donc, essayez aussi de travailler, ça c'est à inclure pendant vos séances qu'on a vues au début, travailler l'endurance, vous rappeler la technique, tout ça. Dès le départ, dès l'entraînement, le plus tôt possible, travaillez votre stratégie alimentaire et hydrique, c'est-à-dire prendre des bidons de 500 millilitres ou eau, apprendre à boire pendant les entraînements, en natation, pendant les séances club, apportez votre bidon, portez-le, posez-le au bord de la piscine. Et lorsque le coach donne des consignes, tout ça, profitez-en pour boire. En vélo, toujours partir avec un ou deux bidons, un avec éventuellement une boisson sucrée et l'autre juste pour se rafraîchir la bouche. Prendre des gels ou des barres, apprendre à manger pendant que l'on court.
apprendre à manger pendant que l'on fait son vélo, déjà rien que pour travailler également son équilibre de course, la maniabilité de son vélo, apprendre à à tenir le guidon qu'avec une seule main, manger, boire et tout ça. C'est des entraînements spécifiques pour le triathlon, il y a très peu de ravitaillement, il y en a de moins en moins en vélo. C'est important d'avoir son matériel et son hydratation et son alimentation sur son vélo. Pour la suite, le renforcement musculaire, c'est important, mais pas forcément comme on l'entend avec de grosses charges, aller dans un centre de sport avec plein d'appareils. Et c'est important de bien l'inclure dans sa préparation et pas remplacer. Si la musculation était aussi importante que simplement aller courir, Mister Monde, il serait premier en course à pied ou en vélo ou n'importe quoi. Il suffit pas de faire simplement de la musculation, c'est un complément. Et ce complément, on peut l'avoir justement grâce à du gainage, statique ou dynamique. Rien que du pilate aussi, c'est hyper efficace en termes de mobilité, etc. La résistance avec des élastiques, ça, mine de rien, ça apporte beaucoup de renforcement musculaire très spécifique avec des mouvements bien précis. La proprioception avec notamment la planche Freeman et des exercices de mobilité avec le kettlebell, pardon. Donc, tous ces petits exercices permettent de renforcer le centre, c'est-à-dire tout ce qui est abdos, obliques, euh, le diaphragme, les dorsaux. Et en fait, le fait d'avoir le centre du corps avec le bassin bien fixe, le transfert d'énergie se fait plus facilement et on peut gagner jusqu'à 30% de force simplement parce que au niveau gainage, on est bon. Donc là, voilà, 10 minutes, ça peut suffire par semaine. Ensuite, le stretch, les assouplissements, automassage, tout ça, c'est en quelque sorte prendre soin de son corps pour favoriser l'enchaînement des entraînements. Pas simplement je m'arrête, je bois, je mange et ça va bien se passer. Derrière, je prends soin de mon corps et de façon à ce que lui puisse me être content en quelque sorte et me dire ok, il m'autorise à aller encore plus vite, encore plus loin, encore plus fort. Si je prends pas soin de lui, de toute façon, il va envoyer des signaux de douleur déjà et ensuite il va se blesser. Et quand on est blessé, c'est plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines, voire des fois plusieurs mois sans pouvoir faire son sport. Donc on prend soin de lui, on le masse, on l'étire, on fait un peu de yoga et le corps vous dira merci dans tous les cas. Donc là, je vous ai mis une petite récapitulatif du temps que ça peut prendre et vous allez voir que ça prend pas forcément beaucoup de temps. Donc pour un triathlon S, 3 séances par semaine, 30 minutes de natation, 1 heure à 1h30 de vélo, 30 minutes à 45 minutes. Et voilà, on arrive à 2 heures à 2h45 minutes dans la semaine. Essayez de bien répartir toutes ces séances dans la semaine. On fait pas ça vendredi, samedi, dimanche, sinon il va y avoir du lundi au jeudi sans rien. Et en fait, l'enchaînement des séances bien séparées quand même, c'est pas parce que vous vous arrêtez de faire du sport que derrière le corps s'arrête. Lui, il continue de travailler avec la régénération qui fait qu'en fait, une séance de 1h30 de vélo, eh bien, le corps, lui, va encore travailler 30 minutes à 45 minutes derrière pour régénérer. Ce qui fait que si vous faites tout d'un coup, c'est que les 30 à 45 minutes de régénération derrière, elles seront toujours là, mais vous serez quand même épuisé. Alors que si vous faites natation le lundi, par exemple, vélo le mercredi ou course à pied, et le vélo, vous réservez ça le week-end, eh bien, en fait, vous répartissez, vous êtes moins fatigué, vous êtes plus performant et vous pouvez en rajouter. Ce qui fait qu'après, rapidement, vous allez pouvoir passer à 45 minutes de natation. Là, on passe sur le triathlon M, 45 minutes, un petit peu plus de vélo, un petit peu plus de course à pied. Ce que j'ai mis en italique, c'est si vous faites 2 séances, par exemple. Donc, c'est plutôt facultatif. Mais si vous le faites, tant mieux. Plus vous allez en faire, plus vous allez vous entraîner par semaine et plus vous serez facile sur le jour des compétitions, moins courbaturé, vous allez récupérer plus vite et vous pourrez enchaîner les compétitions. En triathlon half, même principe, on augmente encore le volume, on passe de 6h15 à 10h45 par semaine. Donc là, c'est pareil, hein, plus vous ferez dans l'entraînement, donc 10h45, et plus ce sera facile sur un half Ironman. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, n'oubliez pas, hein, posez-les là, comme ça, moi, après, je les aborde tout de suite après. Donc, et pour triathlon en XXL, donc 10 heures par semaine, ça peut suffire, ça suffit même.
pour faire un triathlon XXL, il suffit de faire 1h15 de natation, 4h30 de vélo. C'est pas chaque semaine, hein. On verra sur le prochain slide, j'explique. Donc ça, en gros, c'est le maximum que vous pourriez faire dans une semaine. 4h30 de vélo, de la deuxième séance 2h45. Une troisième séance. Donc sur un Ironman, le vélo est vraiment très important. Donc c'est minimum 2 séances de vélo par semaine. Une troisième, c'est la sortie quand même bonus qui fait du bien. Pour passer, si vous passez pas bien le vélo sur un triathlon XXL, la course à pied, il y a très peu de chances que ça se passe bien. Vous allez marcher. Donc, préparez bien un triathlon XXL sur le vélo. Et ensuite, pour la course à pied, 2 heures, 1h15 avec l'enchaînement. Et une troisième sortie de 45 minutes où vous pouvez travailler la technique ou le trail. Le trail, ça fait pas mal travailler la technique aussi avec les appuis fuyants, tout ça, la cheville qui travaille bien. C'est important de travailler sa cheville sur un triathlon XXL puisque on est tellement fatigué que la cheville elle est instable. Donc travailler sur un circuit trail, ça peut être bénéfique pour faire un triathlon XXL. Donc le dernier slide, c'est un récapitulatif. Donc là, je voulais revenir sur la spécificité. Donc entraînez-vous comme un triathlète. Vous n'êtes pas simplement nageur, cycliste ou coureur. Il faut absolument inclure toute votre préparation en mode triathlète. Vous pensez triathlète et il faut vous entraîner comme un triathlète. Ne pas tout faire à fond comme un nageur. Un nageur, lui, si vous êtes dans un club de natation, ils vont travailler les 4 nages avec beaucoup de battements, notamment. Un triathlète n'a pas forcément besoin de savoir super bien nager en dos crawlé, papillon, etc. Je dis pas que c'est pas important, mais vous n'avez pas besoin d'en faire autant qu'un nageur. Ça, c'est un exemple. Il faut individualiser vos entraînements, c'est-à-dire que même s'il y a des grands principes comme on a vu, il faut individualiser dans le sens où il faut courir à votre intensité. Fréquence cardiaque, essayer d'avoir les bonnes zones en puissance, en allure. Voilà, il faut tout personnaliser pour vous de façon à pas forcément vous mettre dans le rouge avec le copain. L'intérêt avec le vélo, c'est que vous pouvez éventuellement rouler avec quelqu'un qui est un peu plus fort. Vous restez simplement dans ses roues, comme ça tout le monde travaille à la même intensité. En natation, c'est pareil, vous pouvez travailler le drafting, vous mettez dans les pieds de quelqu'un et à la piscine, hop, vous essayez de rester derrière. Lui, il travaille à son intensité et vous, pareil. Mais tous les deux, au final, vous avez la même intensité. Variété, donc varier les exercices éducatifs, varier les intensités avec beaucoup d'endurance, mais de temps en temps en haut d'une bosse ou le premier arrivé à une pancarte, comme j'ai dit tout à l'heure, varier les terrains, varier les parcours aussi, ne tournez pas tout le temps autour du même pâté de maison ou sur le même circuit en forêt. Prenez-les dans un sens, prenez-les dans l'autre, allez voir sur d'autres circuits, essayez de varier le plus possible. La progressivité, donc ça, c'est si vous utilisez surtout la charge d'entraînement ou même simplement en termes de minutes, si vous reprenez le sport, ne passez pas de 0 minute de course à pied à 2 heures tout d'un coup, parce que sous prétexte que vous êtes un ancien coureur et avant vous étiez bon et que vous couriez facilement 2 heures, ne passez pas de 0 à 2 heures. Hop, on passe à 30 minutes. Si ça se passe très bien, j'augmente de 20%, 30 minutes plus 20%. Etc. Et on augmente jusqu'à revenir à ces 2 heures si vous étiez à 2 heures. 20%, c'est le maximum. Vous pouvez augmenter, et c'est même recommandé d'augmenter de 5 à 10%. Monter graduellement et progressivement. Et pareil, on ne parle pas assez souvent de la diminution, parce qu'il ne faut pas tout le temps augmenter, parce qu'à un moment donné, on sature. Donc, il faut faire des semaines de récupération active, mais ne descendez pas à moins de 30%. Parce que quand on arrête de s'entraîner trop fort et d'un coup, eh ben, le risque de blessure est également présent. Donc, on augmente progressivement et on descend également progressivement. La continuité, donc essayer de toujours faire des entraînements dans des phases de développement, toujours essayer de s'entraîner le plus possible, des petites sessions. Il vaut mieux faire des petites sessions d'une demi-heure régulièrement que de faire une grosse session le week-end de 2 heures. Le temps de récupération sera tellement long qu'au final, si vous avez besoin de 3 à 4 jours pour récupérer de votre sortie de 2 heures, ben finalement, vous allez régresser et quand vous allez refaire votre sortie de 2 heures, vous serez toujours au même niveau. Il vaut mieux faire 4 à 5 sorties de 30 minutes. Au final, à la fin de la semaine, vous aurez fait plus de 2 heures. Et si ça se passe bien, vous passez à 40 minutes, 50 minutes,
Et au bout d'un an ou deux, vous allez passer à pouvoir faire peut-être 2 heures tous les jours, quoi. C'est comme ça que font les pros, hein. Ils sont capables de courir 2 heures tous les jours quasiment, mais ils ont continué tous les entraînements, ils ont été augmentés progressivement. Et enfin, la régularité. Essayez de placer des routines, c'est-à-dire toutes les semaines. C'est votre natation le lundi, le mercredi avec les copains, hop, on va sortir faire un petit footing. Et le week-end, tous les samedis ou tous les dimanches, on fait sa sortie club ou avec les copains. Et entre tout ça, bah, vous essayez de placer d'autres petites séances de renforcement, de gainage ou essayez de faire un petit peu de yoga avant ou après les sorties ou les deux et faire quelques petits massages le week-end si vous avez senti que la sortie vélo a été difficile, surtout si en plus vous avez fait un petit enchaînement, le deuxième entraînement course à pied de la semaine, enchaîné avec le vélo. Donc voilà, c'était le dernier slide. Euh, Tout à l'heure, sur le running, ou même sur le vélo, ça marche aussi. Si je te dis, j'ai qu'une de séances là dispo dans la semaine, tu vas me demander de choisir quoi enfin, choisir, c'est toujours délicat, entre ouais. la technique, l'endurance, le sprint. Tu vas me dire, Angélique, tu fais quoi? Tu es en train de préparer un M ou un half. Il approche, je sais pas, dans un mois. J'ai peu de séances, une ou deux max. Ça serait quoi ta séance Alors, bah, si tu n'en as qu'une, en fait, je mettrai les trois thèmes dans la séance Wow. avec, ouais. Je te demanderai quel type de terrain c'est ta compétition, s'il y a des côtes ou autres. Et s'il y a des côtes, je te ferai enfin, avec un petit test au préalable pour savoir si tu es plus dans la vélocité ou dans la force. Si tu es plus dans la force, je te ferai travailler la vélocité pour te faire gagner en puissance. Et l'inverse, si tu es plus dans la force, non, c'est l'inverse. Si je vois que tu tournes déjà bien les jambes, je te ferai travailler beaucoup plus la force pour de nouveau te faire gagner plus en puissance. Mais donc, il y aurait de l'endurance, 1 heure et demie à 2 heures, 15 à 20 minutes d'échauffement. Sur les parties montées, je te ferai faire un petit peu de force et avec un petit jeu où je te demanderai un coup, mettons petit plateau avec un certain nombre de dents, je te mets 18 dents derrière et la prochaine côte, t'en mettras 18 des dents derrière pour te faire progressivement monter en vélocité Ok. si tu es quelqu'un de forte. Et à l'inverse, si tu es quelqu'un qui manque de force, bah là, au lieu de monter, je te ferai descendre. Prochaine côte, au lieu d'être à 17 dents derrière, tu passes à 16. Prochaine côte à 15, et etc., etc. Et ensuite, sur 1 heure et demie, ça devrait suffire. Tu travailleras la vélocité dans la descente et progressivement la force dans les côtes. Ok. Tu me fais travailler. En tout cas, l'endurance, c'est mon point faible. Si j'en ai Ah, un. oui. Ça marche. Et si j'ai la même question en course à pied, du coup, j'ai qu'une seule séance, je m'entraîne pour un 10K, un semi. Tu veux quoi? De l'endurance? Tu veux de la... Ah là, c'est priorité endurance. Il faut absolument que ton corps il encaisse ces pas que tu vas faire, puisque même si je crois que tu cours à 170 pas minute, si tu fais, j'ai pas ma calculette sous les mains, mais 170 pas minute et tu cours pendant 2 heures, ça fait 120 minutes. 120 multiplié par 80, ça fait énormément de pas, en sachant qu'à chaque pas, on absorbe quasiment 2 à 3, selon la pente, on absorbe 2,5 à 4 fois son poids calculer le nombre de tonnes qu'on encaisse à chaque pas. Donc ça, il faut absolument faire de l'endurance d'abord en course à pied pour que simplement les jambes puissent encaisser ces tonnes de kilos à chaque pas. Ensuite, un petit peu varier les, euh, les côtes, varier un petit peu le terrain pour travailler la spécificité de ton circuit, si surtout il y a des faux plats, des montées. Et en fin de parcours, ou de temps en temps, je te demanderai d'aller de temps en temps sur un circuit trail, déjà pour notamment sur les semaines de récupération active. Je pourrais très bien te demander d'aller sur un circuit trail pour soulager un petit peu les articulations, parce que sur un terrain meuble, les articulations vont se reposer. Te demander de courir un petit peu moins longtemps sur un terrain accidenté, de façon à travailler la technique et la proprioception de tes chevilles. Ça marche, merci. Je vais nous remettre à la fin. Elle était pas mal cette diapo. Tac, tac, tac. Voilà. Moi, j'avais. N'hésitez pas, effectivement, s'il y a des questions, de l'écrire. Même votre cas perso, hein. Je suis en train de m'entraîner pour ça. J'hésite. Ou j'ai des questions sur tel ou tel type d'entraînement. C'est vraiment fait pour, même si on sort un peu de cette thématique séance clé. Je sais qu'il y en a pas mal qui s'entraînent en bi-quotidien. Toi, tu nous mets quoi comme séance en bi-quotidien? Il faut faire attention à quoi?
Bah là, sur le primordial, là, dans le thème de la séance, c'est juste l'enchaînement du week-end, le vélo et l'enchaînement. Ok. Je fais attention à mettre deux séances d'endurance ensemble, deux techniques ensemble. Non, il n'y a pas de règle Ah, là. la technique et l'endurance, ça va très bien ensemble. Ok. Une de technique et une d'endurance, du coup. Oui, mais si tu n'en as qu'une, tu mets les deux dedans. Ok. C'est l'intensité, oui, oui. L'intensité, ça demande un petit peu plus de réflexion. On peut mettre deux séances d'intensité dans le même jour, dans la même journée, mais ça nécessite d'avoir un très gros volume d'endurance. Ne faites pas de l'intensité, une double intensité dans la journée si vous dépassez pas les 10-12 heures d'entraînement par semaine. Ça va vous cramer. Même ce rend fou qu'on parle beaucoup, qu'on fait pas beaucoup. Ouais. Où est-ce qu'on c'est mieux de le caler après une sortie de course à pied, je suis rentrée, je le fais. Une séance une journée où je suis peut-être plutôt off, je me mets ça parce que je le vis pas comme une séance finalement. Toi, tu conseilles quoi là-dessus? Pour le gainage, ça, on peut en faire, comme je le mettais sur le slide, ça peut durer que 10 minutes. Alors, selon le thème que l'on souhaite aborder éventuellement, si je veux courir comme sur un triathlon, je veux me mettre un petit peu en pré-fatigue, faire le gainage avant. Comme ça, après, je vais courir, j'ai déjà les abdos un petit peu cramés. Et là, je suis en pré-fatigue en termes d'équilibre, de transfert d'énergie. Si je veux faire l'exercice en surfatigue, là, je fais le gainage après, de façon à pouvoir adapter la séance de renforcement en fonction de la pré-fatigue que j'ai eue. C'est-à-dire que là, je vais sans doute tenir moins longtemps mon gainage, mais même si je tiens moins longtemps, je vais quand même augmenter mon niveau, puisque je vais essayer quand même admettons, je tiens une planche de 1 minute. Après avoir couru 45 minutes, tenir 45 secondes sur une planche, ça va être beaucoup plus difficile. Mais si je tiens, ça veut dire que je me suis amélioré, que je me suis encore mieux renforcé. Et il y a de fortes chances, si un jour je n'ai pas couru avant, eh ben, je puisse tenir 1 minute. Ça marche. Donc les deux sont possibles. Et ça, vous pouvez le faire quasiment tous les jours. Gainage avant ou gainage après. Tu habilles pas trop vite en même temps, donc deux, trois fois par semaine, ça sera Oui, déjà. déjà, ouais, rien qu'une fois, hein. Franchement, une fois, ça suffit. Ok. C'est vrai, quand on parle de séance type, des fois, on pense aussi à séance test, tout ce Hmm. qui est VMA ou PMA. Toi, tu me conseilles de le faire quand? Début de saison, fin de saison, entre les deux? C'est quoi ton avis pour toi? Alors, pour ces tests-là, si vous reprenez le sport, ne faites pas de test tout de suite. Donnez-vous 3 à 4 semaines d'endurance, simplement courir, reprendre les bases, réhabituer son corps à tous ces efforts, notamment en course à pied. Sinon, vous allez vite être saturé. Enfin, le test sera pas très parlant finalement. Donc après 3 à 4 semaines, selon votre expérience passée, faites le test. Donc quand même en début de saison, hein. Et après un cycle de 4 à 8 semaines, refaites le test pour mesurer les gains. S'il y a des gains, ça veut dire que ce que vous avez fait en amont est bénéfique et en tout cas est bien construit. Vous pouvez continuer sur cette voie. Si vous ne voyez pas de gains, vous pouvez de nouveau vous pencher sur la réflexion de quoi faire pour améliorer. Ok. Mais sinon, ensuite, une fois que la saison est partie, c'est souvent les compétitions qui servent de test. Donc là, éventuellement à l'intersaison, refaire un petit test. Mais sinon, pendant les compétitions, plus trop besoin de faire de test. Nickel, ça marche. On n'a pas de questions très Vas-y. discret, en Ouais. tout cas, effectivement, aujourd'hui. Moi, je vais poser les questions que j'avais. Donc, si vous en avez, en tout cas, n'hésitez pas. J'en profite pour vous parler de ce qu'on vient de mettre en ligne il y a très récemment, d'ailleurs. C'est les fiches natation qui ont été préparées par Yves. Donc, on a 52 fiches. Donc, on est plutôt tranquille pour toute l'année en termes d'entraînement. On arrête de se prendre la tête. Je vais faire quoi aujourd'hui à la piscine? Vous avez votre fiche qui sont toutes prêtes avec des thèmes différents sur chaque fiche. Et on ne se pose pas non plus la question de les fiches, effectivement, elles préparent quelle course parce que chaque fiche, les 52, sont déclinées en trois formats. Donc, si je prépare plutôt du XS, si je prépare plutôt du half ou de l'Iron, vous trouverez votre plaisir dans ces 52 fiches, finalement, x3. Donc, je vous mets le petit lien si vous êtes curieux
d'aller jeter un petit coup d'œil si vous vous êtes retrouvé en tout cas dans cette situation. Je vais à la piscine, je suis motivée pour ça, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Un peu de pull boy, un peu de palme, un peu de tuba. On a le matos, mais on n'a pas toujours les séances qui sont bien construites. Donc, vous trouverez tout ça sur le petit lien si vous êtes curieux là-dessus. C'est Yves qui les a préparés, qui a tout expliqué. On a même les tests, du coup, effectivement, Ouais. au départ, de bien partir de votre niveau, hein, effectivement, pour bien avoir les pourcentages qui vont bien sur la suite. C'est des séances très spécifiques triathlètes, hein. Il y a le test qui permet l'individualisation, beaucoup de séances avec beaucoup de variétés, avec des séances en eau libre, hein, par exemple. Il y a des séances, c'est progressif. Il y a des séances pour niveau débutant, pour préparer un M et pour préparer du long. Et après ça, pour la continuité et la régularité, c'est Ouais, tu fais pas tout quand même. ouais. Ça marche. Bah, écoute, je crois qu'on n'aura pas plus de questions ce soir. Après, on est dans le timing, on aime bien respecter ce 45 minutes, donc on est en plein dedans, donc c'est plutôt pas mal. Bah écoute, on va aller profiter de notre fin de dimanche, hein. Oui. Ça marche. Bah, écoutez, merci à tous, en tout cas, de votre connexion. Il y aura un replay pour ceux qui auront loupé quelques infos, en tout cas. Merci Yves pour ta présentation Avec ce plaisir. soir. Et puis, on se voit la semaine prochaine. On a un stage Oui. ensemble hein, quand Ah même. ouais. Ouais. J'ai hâte. Ça marche. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Bye bye.